Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer en grandes lignes les particularités du cours intitulé Les différentes communautés de personnes en situation de handicap, sensibilisation et traduction. Alors, le cours a un double objectif. D'une part, il s'agit de sensibiliser les étudiants ou les participants, bien sûr, sur les différentes communautés de personnes en situation de handicap. Et d'autre part, l'autre objectif est de favoriser l'acquisition des compétences de traduction dans ce domaine de spécialité. Alors, en ce qui concerne les termes abordés, d'abord, nous faisons une sensibilisation sur le plan linguistique. Donc, il s'agit de travaux sur la terminologie et notamment sur l'emploi de tel ou tel terme. À titre d'exemple, les termes défavorisés, les infirmes, les handicapés, les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap. De même, quelques exemples en turc, sakat, özürlü, engelli. Ici, nous travaillons sur l'emploi des termes, sur leur signification, bien sûr, car certains termes employés peuvent être dévalorisants ou bien peuvent être péjoratifs ou même offensifs. Donc, on parle aussi de l'évolution des termes, que ce soit en France ou en Turquie. Actuellement, plus personne ne parle d'infirme, ou en Turquie, plus personne ne parle de özürlü, par exemple. On parle de l'évolution des termes et de certaines expressions aussi, par exemple, entre guillemets, normal insan, par exemple, ou personne normale, à titre d'exemple. Donc, les étudiants, les participants font une recherche sur les termes employés et nous discutons sur leurs usages. Ensuite, nous faisons des travaux sur la définition du terme handicap. Ici, je voudrais plutôt dire, nous faisons un travail sur les définitions du mot ou de l'entrée handicap. Alors, on fait un travail sur les différentes notions, sur les différents traits pertinents qui caractérisent ce lexique. Donc, on parle sur les notions de diminution de l'intégrité physique ou mentale, passagère ou définitive, congénitale ou sous l'effet de l'âge ou d'un accident. Ici, dans certaines définitions, on parle de la limitation de l'activité ou de restriction de participation à la vie. Donc ici, dans ce travail de définition, on s'aperçoit que les traits pertinents qui caractérisent le terme handicap ne se correspondent pas forcément à 100%, donc il peut y avoir un écart. Et ensuite, nous faisons un travail sur les classements des groupes d'handicap. Ici aussi, la catégorisation, la typologie peut varier en fonction des cultures, des pays, etc. Alors ici, par exemple, on parle des handicaps, du groupe d'handicap moteur, par exemple, psychique, sensoriel, de maladies, on parle de maladies invalidantes, de plurihandicap, d'autisme, etc. Donc, on fait ce travail de classement en plusieurs langues. Et puis ensuite, les étudiants, les participants sont invités à faire une recherche sur les différents groupes d'handicap. Alors, on commence par faire des analyses de textes sur les différents groupes d'handicap. Les participants constituent un groupe, donc on fait des travaux de groupe. Ils choisissent tel ou tel groupe d'handicap
et commencent à faire leurs recherches terminologiques et thématiques. Donc, après avoir analysé certains textes, on approfondit l'étude en faisant une recherche thématique et terminologique. Alors ici, par exemple, on essaie de voir l'emploi et la traduction de certains termes comme cérébral palsy, paraplégique ou plurihandicap. Ici aussi, on s'aperçoit que certains termes n'ont pas forcément leur équivalent en telle ou telle langue. Et puis, on continue, on approfondit cette recherche sur les différents groupes d'handicap. Alors, on fait un travail de chiffrage, donc ici aussi, je recommande aux étudiants de faire leurs recherches sur des pages institutionnelles, par exemple les pages de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, ou des ministères de la santé, par exemple. Nous avons travaillé avec le couple de langue français-turc, avec quelques annexes, quelques ajouts en anglais. Ici, il est possible de faire une recherche sur les ministères de la santé turque et française, et puis voir les différentes activités, les différentes notions. Les statistiques sont importantes aussi et très détaillées. Et après avoir discuté sur la place qu'occupent les personnes en situation de handicap, que ce soit en Turquie ou en France ou dans le monde, nous discutons sur le rôle de la traduction. Donc, alors ici, nous discutons sur le rôle de la traduction et de l'interprétation, de l'importance de la traduction et de l'interprétation. Alors, on parle d'abord de l'importance de la traduction, notamment de la traduction technique qui concerne tous les écrits, donc, de l'importance du choix des termes et des principes méthodologiques de la traduction technique. Et nous parlons aussi de l'interprétation de conférences, donc en langue signée, bien sûr. Alors, nous parlons sur les particularités, les spécificités de l'interprétation de conférences en langue signée. Et nous parlons également de l'interprétation auprès des services publics, que l'on appelle aussi interprétation communautaire. Donc ici, nous parlons également des points communs entre l'interprétation de conférences en langue signée et l'interprétation auprès des services publics en langue des signes, bien sûr, parce qu'il y a un certain nombre de divergences, mais beaucoup de convergences aussi. Puis, sur le plan pratique, nous faisons des exercices de traduction technique. Après ce travail, nous faisons des travaux sur la langue signée et l'interprétation en langue des signes. Alors nous commençons ce travail par quelques clarifications conceptuelles, car il y a beaucoup d'idées reçues. Alors beaucoup de personnes pensent qu'il y a une seule langue des signes universelle, et puis que les malentendants ou les sourds et muets n'ont qu'à lire ce qui est écrit. Donc on commence par faire une clarification de certaines idées reçues. Donc on parle des particularités de la langue signée, notamment la caractéristique gestuelle, l'importance des mimiques, des gestes, et puis le fonctionnement donc du système, comment en grande ligne fonctionne la langue signée.
Et puis, on explique qu'il n'y a pas une seule langue signée, donc il y a les langues de signes. Par exemple, la langue des signes turque, Türk İşaret Dili, qu'on appelle TID. Il y a la langue des signes française, etc. Et malheureusement, il n'y a pas une seule langue signe, de signes qui permettrait de communiquer sur le plan universel. Donc. Alors, nous parlons aussi des particularités de la langue des signes turque, Türk İşaret Dili. Et ensuite, nous commençons à analyser les écrits sur l'interprétation en langue des signes, que ce soit sur le plan de l'interprétation de conférences ou sur le plan de l'interprétation auprès des services publics. Donc, quels sont les problèmes, quelles sont les attentes, quels sont les chiffres obtenus sur l'état des lieux, et ainsi de suite. Et puis, sur le plan empirique, donc, on fait une recherche sur le terrain. Après avoir discuté sur les termes, les principes, après avoir clarifié certaines confusions susceptibles de constituer des idées reçues, donc on commence à faire une recherche sur le terrain. Donc, les étudiants, les participants constituent des petits groupes. Et nous choisissons des institutions, alors comme les municipalités ou les communes ou les associations ou les universités. Et par exemple, l'année dernière, nous avons travaillé sur les municipalités et sur les communes. Donc les étudiants ont constitué des petits groupes et chaque groupe a choisi de faire son travail sur telle ou telle commune. Donc, alors, pour élaborer, on commence d'abord par élaborer une base de données. Pour des questions pratiques, je leur recommande d'utiliser une grille thématique, terminologique, mais une grille en Excel, donc dans un tableau dans lequel nous réservons une colonne. Pour la commune ou l'institution étudiée, une seconde colonne réservée à l'appellation du centre ou du service, car nous allons voir plus loin que dans certaines institutions, on l'appelle centre de soutien, etc. Et dans d'autres, on appelle unité. Il peut y avoir plusieurs appellations. Donc, on réserve une colonne à l'intitulé du service. Et puis ensuite, on réserve une colonne pour le contenu, car les contenus, c'est-à-dire plus exactement l'activité, peut varier. Et nous réservons une colonne pour les coordonnées, donc, et une colonne pour les références. Après avoir élaboré une base de données, nous regroupons, nous faisons un recueil de données et les étudiants, les participants vont travailler sur le terrain. Donc, alors, après avoir fait un travail numérique, donc, ils vont dans les communes, dans les institutions qu'ils ont choisies, ils vont faire des interviews et ils leur posent un certain nombre de questions que nous avons déterminées en classe. Alors, une fois les données recueillies dans un grand tableur, une grille, donc on regarde, on étudie, on examine dans quelle commune, il y a quel centre, comment est intitulé le centre qui s'occupe du sujet concerné, par exemple centre d'accueil spécialisé ou programme d'intégration ou d'accompagnement, donc, ou service de soutien, etc.
Et ensuite, on commence à étudier le contenu des activités. Donc, alors, on s'aperçoit que dans certaines communes, les activités se font en vue de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et dans d'autres communes, les travaux visent plutôt l'inclusion à la vie sociale des personnes en situation de handicap. Dans d'autres, les travaux sont plutôt pour une assistance, que ce soit les soins ou l'accompagnement des personnes concernées. On voit que dans certaines communes, il y a des cours de langue signée, pour le cas de la Turquie, Türk İşaret Dili. Et on voit qu'il y a aussi des ateliers. Les activités sont assez variées. Et puis, on constate que dans certaines communes, il y a beaucoup plus d'activités sociales ou d'autres physiques ou de soutien, et que dans d'autres, il y a des activités relativement plus modestes. Donc. Et vers la fin de l'année, nous effectuons une série de séminaires, donc avec des spécialistes, des représentants des associations. Par exemple, l'année dernière, nous avons invité une spécialiste en langue des signes turque, une enseignante, qui a expliqué aux étudiants et aux participants le fonctionnement et les particularités de la langue des signes turque. Et puis avec quelques exercices de sensibilisation aussi. Et les étudiants ont été encouragés à faire des petits travaux d'exercice. Et ensuite, nous avons aussi invité une représentante d'une association qui a parlé des problèmes du handicap, du groupe de handicap concerné. Donc, ces séminaires sont vraiment très fructueux. Non seulement ils permettent de voir de plus près les différents groupes de handicap, et ces travaux nous permettent aussi de réfléchir sur les problèmes, de rendre compte des problèmes et de réfléchir sur les projets ultérieurs aussi, car il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de problèmes, et nous encourageons vivement les étudiants et les participants à apprendre la langue des signes turcs et de faire des travaux, de s'intéresser à la traduction en langue des signes turcs. Je vous remercie.